Bien, nous entrons dans le vif du sujet et la première sous-partie de cette première partie est consacrée à la périodisation de l'histoire chinoise. Une histoire nouvelle du socialisme à la chinoise et du socialisme à la chinoise de la nouvelle ère est en train de s'écrire ou plutôt de se réécrire. Toute la question est de savoir de quel travail de réécriture de l'histoire la doctrine Xi participe alors. Comment raconte-t-elle l'histoire de la Chine et l'histoire du monde dans lequel elle s'insère désormais, dans lequel elle a repris une place prépondérante? Alors nous allons consacrer un certain nombre de discussions à ces questions de périodisation, mais celui que je voudrais vous présenter aujourd'hui, c'est Jiang Shegong, une figure majeure du paysage intellectuel chinois aujourd'hui, professeur de droit constitutionnel à l'université de droit de Beijing, de Pékin, auteur, entre mille autres articles, de Je suis Yu Li Shi, philosophie et histoire, un article de 2018 traduit par David Unbai sur le blog Reading the China Dream. Alors Jiang Shegong fait partie de ceux qui lisent l'histoire actuelle de la Chine comme la continuation et l'accomplissement des doctrines précédentes. Sa doctrine peut se résumer assez simplement. Jiang Shegong systématise la pensée de Xi Jinping en considérant que la Chine s'est levée sous Mao Zedong, qu'elle est devenue riche sous Deng Xiaoping et qu'elle est devenue puissante sous Xi Jinping. Jiang Shegong réfute la doctrine communément admise selon laquelle l'histoire des 60 premières années de la République populaire chinoise devrait être vue comme divisée entre 30 ans d'échecs qui seraient les années du maoïsme et 30 ans de succès qui seraient les 30 ans de réforme et d'ouverture. Et il soutient que Mao a rétabli la souveraineté nécessaire au progrès matériel d'une Chine que Deng Xiaoping a intégrée dans la globalisation. Voilà, on a donc ici une histoire particulièrement optimiste qui va de l'avant, une histoire galvanisatrice, je dirais, et on peut comprendre que c'est la raison pour laquelle elle rencontre un certain succès. L'histoire moderne et contemporaine de la Chine doit être lue comme une histoire entière et continue, selon l'expression que vous pouvez trouver dans un article intitulé « Make China Marxist Again » dans la traduction anglaise du Dissent Magazine, page 74. C'est un article de 2018. Donc on voit qu'il y a ici un prolongement, je dirais une complication du marxisme sinisé initié par Mao Zedong. Et on voit donc que Jiang Shegong considère que Xi Jinping ne fait que développer ce marxisme sinisé. Sur ce point, il faut dire que Jiang Shegong est donc en parfaite adéquation avec la pensée de Xi Jinping telle qu'elle est formulée par exemple au tome 1, donc dans les tout premiers discours de Xi Jinping, tome 1, page 10 de la gouvernance de la Chine, où Xi Jinping écrivait déjà « Poursuivre le système théorique, je le cite, du socialisme à la chinoise dans la Chine actuelle, c'est poursuivre à juste titre le marxisme. » Alors évidemment, on n'est pas obligé d'être d'accord avec l'interprétation que les Chinois font eux-mêmes du marxisme. Après tout, ils n'en ont pas le monopole, mais nous n'en avons pas, et les interprètes ou les critiques occidentaux de l'histoire ou de la philosophie, du marxisme en particulier, n'ont pas non plus ce monopole. Et ce que je me contente, moi, simplement de remarquer, c'est que les Chinois se posent dans une posture de continuation et non pas de rupture, ni par rapport aux précédents présidents chinois, notamment Deng Xiaoping et avant lui Mao, ni par rapport à Marx lui-même. Il faut néanmoins faire remarquer que cette histoire du socialisme à la chinoise ne commence pas avec Mao, donc elle ne commence pas non plus avec Marx, elle commence bien avant. Un autre enjeu de périodisation se révèle en effet au détour des références incessantes à la dynastie Song et au confucianisme ancien. Le socialisme
commence avec la dynastie Song et peut-être même bien avant avec Confucius lui-même. Ces nouvelles articulations historiques constituent une remise en perspective radicale du socialisme à l'échelle de l'histoire millénaire de la Chine. Et il y a là des questions dont nous n'avons même pas conscience en Occident. Je veux dire des questions que je n'ai vues poser nulle part. Le socialisme pourrait-il être né en Chine et non pas chez les penseurs utopistes pré-marxistes, comme Marx nous l'a donné à penser? Ces nouvelles articulations historiques qui sont en débat, que je ne dogmatise pas, qu'il ne faut pas prendre comme une vérité descendue du ciel, évidemment, constituent en tout cas une remise en perspective radicale du socialisme à l'histoire millénaire de la Chine, il faut le redire, un nouvel enjeu de débat, comme un rêve. La doctrine du rêve chinois brouille en effet les repères temporels convenus, présente les traits oniriques d'une inquiétante étrangeté ou d'une inquiétante familiarité, le motif du rêve se déroulant chez un grand nombre de commentateurs sous celui du cauchemar. Mais qu'on parle de rêve ou de cauchemar, cela nécessite, je crois, pour les herméneutes que sont les intellectuels, une herméneutique spécifique, une herméneutique du rêve. Pour une herméneutique spécifique du rêve dans la pensée chinoise, je vous renvoie au professeur de chinois, sinologue Stéphane Feuillas, et à son article « Composé en rêve, enquête sur l'émergence et les valeurs d'un motif poétique du début de la dynastie Song à la pratique de Sushi » 1037-1101, un article paru dans la revue Extrême-Orient, Extrême-Occident en 2018. Et pour ce qui est de l'intégration ou de l'acceptation d'une inquiétante étrangeté des doctrines vues comme des discours oniriques, pour cette acceptation d'une inquiétante familiarité d'une doctrine politique lue comme un rêve, on aurait très envie de renvoyer les politologues à la lecture de L'inquiétante étrangeté et autres essais, traduits par Marie Bonaparte et par Marty dans Sigmund Freud, essai de psychanalyse appliquée, paru pour la première fois en 1933. Bon, j'espère qu'on commence à voir quel problème d'ordre philosophique et psychanalytique pose en réalité le défi d'écrire ou de réécrire une histoire du socialisme et une histoire de la Chine. Reconnaître que ça pose problème, ce serait déjà consentir à adoucir les postures polémiques qui rendent compliqué l'accès ou l'approfondissement de ces questions. Alors si la gouvernance de Xi Jinping n'est pas seulement juxtaposée à celle de ses prédécesseurs, il va nous falloir maintenant demander comment elle hérite de celle de ses prédécesseurs. De quoi elle hérite exactement? Quels sont les concepts qu'elle emprunte aux auteurs du répertoire philosophique classique chinois qu'elle invoque? Comment ces concepts s'inscrivent désormais dans le socialisme d'une nouvelle ère, puisque c'est ainsi qu'on l'appelle, dans la perspective d'une histoire que ni Marx, donc, ni Mao Zedong n'auraient eu l'idée de greffer sur un héritage confucéen. La doctrine Xi ne surprend pas seulement les Occidentaux, elle aurait surpris Mao lui-même. Et Xi Jinping ne l'ignore certainement pas, mais vous voyez qu'il se situe de manière très originale dans une posture de continuation, l'unité étant pour lui préférable à la rupture et à l'originalité dont sa doctrine témoigne indéniablement.